Bonjour tout le monde et bienvenue à notre discussion nationale sur la Charte des droits des locataires. Je m'appelle Yutaka Dirk et je suis conseiller principal en politique et sensibilisation au Centre canadien du droit au logement, ou CCDL. Je vais animer notre discussion aujourd'hui. À l'approche de la Journée nationale de l'habitation, nous sommes ravis d'organiser cet événement pour mettre en lumière ce qu'est la Charte des droits des locataires, comment elle peut être améliorée et mise en œuvre, comment elle peut répondre aux enjeux systémiques en matière de logement, et ce que les locataires et les défenseurs peuvent faire pour s'assurer qu'elle reflète réellement leurs expériences. Merci à tous d'être avec nous pour cette discussion essentielle. Pour commencer, je voudrais prendre un moment pour ancrer cet événement dans la reconnaissance des torts toujours présents de la colonisation et pour réaffirmer notre engagement envers des actions de décolonisation et de réconciliation. Bien que le CCDL soit une organisation nationale dont l'équipe vit sur les territoires traditionnels non cédés de nombreuses nations autochtones, je vous rejoins aujourd'hui depuis Toronto, qui se situe sur les terres du traité et le territoire des Mississaugas de la Première Nation du Crédit, ainsi que le territoire traditionnel des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat. Ces terres sont maintenant habitées par de nombreuses Premières Nations, Inuits et Métis diversifiés. Moi, je vis à Winnipeg, sur les territoires traditionnels des peuples Anishinaabe, Ininu, Anishinaabe, Dene et Dakota, ainsi que sur la terre d'origine de la nation métisse de la Rivière-Rouge. À Winnipeg, notre eau provient de la Première Nation de Shoal Lake 40, une communauté qui n'a eu un accès fiable à de l'eau potable que récemment. Notre électricité provient de barrages hydroélectriques qui ont inondé les territoires autochtones situés au nord de la ville. Partout au Canada, nos communautés ont été construites et façonnées par des histoires similaires de déplacement et d'exploitation. En tant que défenseurs du droit au logement, nous devons reconnaître le lien direct entre la dépossession des terres, le déplacement et le racisme systémique envers les peuples autochtones, ainsi que les taux disproportionnés de pauvreté, de précarité en matière de logement et d'itinérance auxquels ils font face. Alors que nous entamons des discussions sur la manière de tenir les gouvernements responsables de la réalisation du droit au logement, nous devons aussi respecter nos devoirs en tant que signataires des traités, en reconnaissant les droits inhérents des peuples autochtones à l'autodétermination et en pressant nos gouvernements à faire de même. Au CCDL, nous sommes déterminés à poursuivre ce travail en collaboration avec des organisations et des défenseurs autochtones pour promouvoir des approches fondées sur les droits de la personne et mettre fin à la crise du logement. Quelques mots sur le CCDL. Nous sommes une organisation de bienfaisance qui travaille pour défendre le droit au logement au Canada. Nous le faisons depuis 35 ans à l'intersection des droits de la personne et du logement. Nous offrons des services gratuits aux locataires qui sont face à des évictions ou des violations des droits de la personne. Et nous travaillons aussi pour faire avancer une politique de logement fondée sur les droits par le biais de la recherche, le développement de politiques et le plaidoyer, ainsi que la réforme des lois. Nous avons un panel extraordinaire aujourd'hui qui va vous parler des enjeux de logement systémique et aussi de la Charte des droits des locataires. Veuillez applaudir Tania ou accueillir Tania Burkhardt de Acorn Canada, Nicolas Terdelli de la lésion médulaire Ontario, Gaël Mouchirahamwe de l'Association nationale des centres d'amitié et Michel Biss du Réseau national pour le droit au logement. L'ordre du jour, nous allons commencer par un aperçu de la charte et son importance. C'est Sarah Bayer qui sera responsable de cela. Ensuite, il y aura une série de brèves présentations de chacun de nos panélistes sur des enjeux systémiques de logement, dont l'accessibilité, le déplacement, l'accessibilité et le logement autochtone, la discrimination systémique et l'accès à la justice. Ensuite, tous les panélistes participeront à une discussion qui sera suivie d'une période de questions avec le public. Et vous pouvez d'ores et déjà afficher vos questions dans la boîte Q&A. Nous allons terminer en parlant des prochaines étapes et des actions que chacun peut prendre. Je donne la parole à Sarah. Merci, Yutaka, et merci à tous les participants. Qu'est-ce que la Charte
des droits des locataires et quelle est son importance. Il s'agit d'un énoncé de politique du gouvernement fédéral qui vise à soutenir des systèmes de location justes et fonctionnels au Canada. Le gouvernement dit que cet énoncé comprend des objectifs qui sont axés sur quatre principes clés. Assurer que tout le monde est chez lui sécuritaire et accessible, favoriser l'équité et la transparence, l'équité et aborder la question de l'inéquité et la discrimination et aussi protéger le système du logement locatif. Cette charte a été annoncée par le gouvernement fédéral avant le budget de 2024. Peu de détails ont été publiés à cette époque-là, mais on voyait que c'était un moment clé pour aborder la crise du logement. Présentement, les mesures de protection des locataires sont très inégales et dans certaines provinces et territoires, il y a très peu de protection contre les hausses de loyers massives, les évictions injustes, la discrimination et d'autres enjeux. Pendant l'été, nous avons réuni un groupe d'organisations en matière du logement et de locataires pour travailler avec le bureau du ministre. Il y avait très peu de consultations à cette époque. Le gouvernement fédéral voulait élaborer et rédiger la charte rapidement afin de la présenter aux provinces et aux territoires comme précondition à l'accès au financement de nouvelles infrastructures. Donc, le gouvernement fédéral peut proposer des solutions, mais finalement, c'est aux provinces et aux territoires de les mettre en pratique. Ce genre de collaboration intergouvernementale sur le logement n'est pas sans précédent. Par exemple, depuis 20 ans, pendant les 20 ans après l'introduction du Code du bâtiment national par le gouvernement fédéral, ce code a été adopté par tous les provinces et les territoires pour aider à l'élaboration d'une charte robuste. Le CCDL a élaboré une série de recommandations en consultation avec des défenseurs du droit au logement du pays. Nos recommandations sont fondées sur trois principes. La charte doit adopter une approche axée sur les droits de la personne qui reflète l'engagement du pays à mettre en œuvre le droit au logement, à réaliser le droit au logement comme droit de la personne et non pas pour que le logement ne soit plus reconnu comme un véhicule d'investissement. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des mécanismes d'application et d'imputabilité forts. Et tous les locataires, troisièmement, doivent pouvoir se prévaloir des mêmes protections en vertu de la charte. En tablant sur ces principes, nous avons élaboré une série de recommandations qui reflètent les éléments du droit au logement. Pour l'accessibilité, nous insistons sur l'importance pour les coûts du logement de refléter les revenus ménagers. Les hausses de loyer doivent être modérées et prévisibles pendant la période d'occupation. Pour le droit de maintien, nous avons indiqué que l'éviction doit toujours être traitée comme un dernier recours. Les baux ne doivent pas prendre fin si le locataire doit quitter pour des rénovations ou des réparations. Et les locataires doivent toujours être compensés avant leur retour. Pour la question de l'habitabilité des services, nous avons demandé des mesures pour que les propriétaires maintiennent les logements locatifs en bon état. Pour la question de l'accessibilité, nous avons insisté que les locataires doivent avoir accès au logement qui répond à leurs besoins, dont les besoins d'accessibilité des personnes handicapées et aussi les besoins spéciaux des locataires autochtones, noirs et autres. Pour la question de l'équité et l'égalité, nous avons insisté sur l'importance de la non-discrimination contre les locataires. Et pour ce qui est de l'accès à la justice, les locataires doivent avoir accès à des mécanismes d'application et de responsabilité forts qui aident à niveler le terrain de jeu entre les locataires et les propriétaires. En l'absence de consultation par le gouvernement pendant l'été, nous avons sondé les groupes de locataires et des organisations du logement au Canada
La grande majorité des répondants ont endossé nos recommandations en offrant du contexte sur l'importance des protections fortes et les actions gouvernementales nécessaires pour les mettre en œuvre. Ces résultats parlent donc de l'importance de la réglementation, de la protection contre l'éviction, des normes et des définitions sur l'accessibilité, l'habitabilité et, et d'autres termes. Financement pour la conformité des propriétaires avec les normes d'habitabilité, des lois fortes contre la discrimination, contre la discrimination, dont les pratiques de dépistage discriminatoire, une base de données publique des prix du logement, des conditions des propriétés, des demandes de maintien et de conformité. Une information accessible et claire sur les droits et les responsabilités des locataires, des tribunaux ayant des ressources adéquates pour enquêter sur, suivre et appliquer la conformité des propriétaires, des mesures pour répondre au problème de la financiarisation du logement, un investissement accru dans le logement non marchand, et aussi un examen annuel de l'efficacité de la charte. Bien que tout le monde a exprimé l'importance de ces protections plus robustes, plusieurs ont aussi exprimé, se sont montrés sceptiques quant à la probabilité de l'adoption de ces protections. C'est un aspect important de ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Comment exiger des comptes du gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral a publié un plan de match pour la charte en septembre et donc c'est un plan qui présente un certain nombre de mesures pour renforcer l'équité, l'égalité, l'accès et d'autres aspects. Donc, les protections contre les hausses excessives et les évictions forcées, la proportionnalité dans les pratiques de location, l'aide au déménagement lors d'un déplacement nécessaire, l'information locative accessible, des mesures pour contrer la discrimination, des normes sur la qualité du logement, la formation obligatoire des propriétaires et d'autres mesures. Ce plan tourne autour des responsabilités partagées des gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux. Bien qu'il y ait des éléments prometteurs dans le plan pour la charte qui reflètent les commentaires reçus par le CCDL, il y a aussi des lacunes importantes. Il n'y a pas des dispositions de réglementation sur le contrôle des loyers et le contrôle des appartements vacants. Ce sont des leviers importants politiques pour protéger l'accessibilité du marché locatif. Deuxièmement, il y a une lacune en matière de l'application. Il est encourageant que le gouvernement fédéral utilise le nouveau fonds comme incitatif pour l'adoption par les provinces et les territoires de la charte, mais le plan ne comprend pas des mécanismes d'application fortes qui obligeraient les provinces et les territoires à adopter tous les éléments de la charte. Et le plan ne tient pas compte du fait que les protections sont très différentes dans certaines provinces que dans d'autres. Par exemple, en Ontario ou au Manitoba, certaines de ces protections existent en droit, mais ne sont pas appliquées correctement, où il faut des modifications législatives. Mais dans d'autres provinces, comme l'Alberta et le Nouveau-Brunswick, des modifications législatives sont nécessaires pour protéger les locataires. Il faut aussi des investissements dans l'infrastructure nécessaire pour maintenir ces droits et assurer l'accès à la justice. Il y a des problèmes, par exemple, de droits de la personne.
Donc, il y a un long chemin qui reste à parcourir pour mettre en œuvre une charte des droits des locataires forte dans tout le pays. Nous espérons que l'événement d'aujourd'hui servira de point de départ à la sensibilisation et à la mobilisation des communautés en faveur d'une charte des droits des locataires. Pour notre part, nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre ce travail essentiel, notamment en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires communautaires qui amènent des actions clés de plaidoyer et de mobilisation sur le terrain. Nous développons également des ressources supplémentaires pour soutenir la défense des droits et la protection des locataires. Enfin, le gouvernement fédéral a indiqué que la Déclaration des droits des locataires est un document vivant qui peut évoluer en fonction des consultations à tous les niveaux. Nous suivrons la situation de près et continuerons à faire pression pour que des consultations publiques soient organisées afin d'étoffer l'actuelle Déclaration des droits des locataires et de veiller à ce qu'elle reflète véritablement nos expériences. Alors vraiment, merci beaucoup et je laisse la parole à Yukata pour qu'il présente les personnes du panel. Merci beaucoup, Sarah. Alors, pendant que nous changeons la présentation, je suis ravie de vous présenter notre premier panéliste, Tania Burkhardt de Acorn Canada, qui va nous parler de la question de l'accessibilité, la question du déplacement. Donc, Tania, c'est à vous. Vous êtes d'ici, parfait. Alors, je vous laisse la parole. Merci, Otaka. Je fais partie de Acorn Canada. Je vais parler sur la question de l'accessibilité. ACORN, c'est l'association des organisations communautaires pour la réforme maintenant. Nous travaillons avec des membres de la communauté qui ont des revenus limités ou modérés. Nous avons plus de 177 000 membres organisés dans 32 comités de quartier dans 10 régions et 6 provinces. Notre perspective, c'est que nous faisons du porte-à-porte, de la sensibilisation et des actions communautaires. Prochaine diapositive. Plusieurs aspects importants de la charte quand on parle de la question des déplacements et de l'accessibilité, c'est la question des banques de loyers, de la protection contre l'augmentation excessive des loyers, afin d'éviter le déplacement des locataires. Nous pensons qu'il doit y avoir des options de logement qui permettent de répondre à toutes sortes de besoins, étudiants, familles, aînés, peuples autochtones, personnes vivant avec des handicaps, la création, euh, la création à long terme d'un système de location qui ne passe pas par le marché. Donc, nous avons besoin d'accords de base et de standards afin d'élaborer les baux. Nous avons besoin d'informations accessibles, qui soit uniforme, qui est un il faut s'assurer que le titre de propriété soit légal, il faut s'assurer d'avoir accès à l'histoire, de qui ont été les des locataires et des prix antérieurs, s'assurer qu'on peut faire le suivi et qu'il y a, des plateformes publiques qui permettent d'avoir accès à ces informations, notamment pourquoi une personne est partie et pourquoi ceci a eu lieu ou non, s'il y a eu une éviction, pourquoi elle a eu lieu. Il faut pouvoir faire ce suivi, surtout afin d'éviter les évictions forcées, et continuer, identifier pourquoi les gens ont changé d'unité de logement, pourquoi, est-ce qu'on peut les aider ou leur offrir de l'assistance en termes de relocalisation. Prochaine diapositive. Il faut établir des processus formels afin de faire face aux plaintes, de façon, raisonnable en termes de temps, de due diligence. Il faut renforcer les mécanismes de médiation et les propositions alternatives afin de résoudre les situations. Il faut réussir à transformer, la charge, de la preuve, des propriétaires, aux, locataires. Donc, que ce soit les propriétaires maintenant qui aient la charge, de la preuve. Donc, s'assurer des normes de qualité des logements et des formations, le transfert de la charge de la preuve aux propriétaires pour mettre fin au contrat, un soutien, juridique, aux locataires, et un pouvoir judiciaire qui puisse imposer des sanctions, importantes dans l'amélioration des procédures, heu, s'assurer de mettre fin à ces donc qu'est-ce qu'on a besoin pour réussir à mettre fin à ces tendances?
On a besoin d'un système de contrôle qui permet de contrôler les taux d'occupation, mettre, mettre un moratoire, sur les augmentations des prix des loyers. Dans de nombreuses, provinces, nous avons, des membres d'Acorn qui ont des augmentations de loyer de 1 000 $ et donc ils sont obligés de se déplacer. Il faut exiger un moratoire sur les baux à terme fixe. En en Nouvelle-Écosse, nous avons vu, des difficultés et la question c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces normes soient rendues obligatoires pour les propriétaires? Puisque les locataires font encore face à des représailles par leurs propriétaires lorsqu'ils prennent action et essayent de défendre leurs droits. On a besoin donc de s'assurer de protéger ces droits. Ces photographies viennent de 3 édifices, sur la journée nationale, pour le logement. Nous serons dans cet édifice, que vous verrez sur la deuxième photo, afin d'exiger des réparations et s'assurer de conditions sécuritaires, heu, afin de pouvoir, vivre de façon, digne. Nous avons 2 adresses à laquelle, nous allons aller. C'est le même propriétaire, dans les 2 cas. Donc prochaine diapositive. Comment est-ce qu'on rend obligatoire, la mise en œuvre de cette charte, des droits des locataires? Le gouvernement, fédéral a demandé aux provinces et aux territoires de signer des accords bilatéraux avec le gouvernement fédéral, notamment, sur, la question, des programmes, fédéraux de financement comme le FSIL. Nous avons besoin d'avoir des rapports annuels, de la part des provinces sur les besoins en termes de financement et qui permettent d'aller de l'avant, heu, afin de protéger les locataires et de s'assurer de financement à long terme. Les revendications de la Corne demandent demandent qu'il y ait une obligation des provinces et des territoires au respect, des standards émis par, la Charte des droits des locataires. Je pense qu'on peut passer à la prochaine diapositive. Nous avons besoin d'argent, de fonds fédéraux pour, réussir, à répondre aux besoins en termes de logement des gens et nous n'avons besoin de ne pas avoir de financement pour, des locations, luxueuses et innécessaires. Nous avons besoin nous avons besoin que le gouvernement, fédéral, travaille avec les groupes de locataires, leurs organisations et réussi et pour afin de faire le suivi. Alors voilà, prochaine, diapositive. Merci, d'avoir préparé cette, présentation à ma collègue. Donc, je laisse la parole à Yutaka pour continuer. Merci beaucoup Tania, et merci d'avoir partagé, cette expérience des locataires. On aura une conversation à la fin, mais je voudrais que vous sachiez, tous et toutes qu'il y a beaucoup d'actions, sur le terrain, comme celle que Tania vient de décrire. Dans les prochains jours, il va y avoir de nombreuses actions à travers, heu, le pays, en faveur d'un investissement massif au niveau, fédéral afin de faire face à la crise, du logement. Je pense qu'on va avoir l'occasion de partager plus d'informations, à la fin de la session. Alors, je vais présenter notre prochaine présentation, Nicoletta, qui, travaille avec la coalition en faveur de, l'accessibilité qui vient de Lésions médulaires Ontario et la coalition ACC. Merci, mon nom est Nicoletta. Je travaille pour une organisation, provinciale qui s'appelle Lésions médulaires Ontario. Je représente ici la coalition, pour accélérer l'accessibilité, ACC pour son sigle en anglais. Je vais vous parler, spécifiquement aujourd'hui de la question de comment rendre accessible. Donc juste pour vous donner une idée, des défis auxquels nous faisons face en ce moment en termes, d'accessibilité, dans le
sur les enjeux de logement, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de logements accessibles au pays. Nous voyons que aujourd'hui, de nombreuses personnes vivant avec des handicaps doivent vivre dans des institutions, de soins parce qu'elles n'ont pas accès à un logement, adapté. De nombreux membres de notre communauté, sont en centre de réhabilitation pendant très longtemps ou doivent vivre dans un hôpital, parce qu'elles n'ont pas, accès, parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements accessibles. Il y a des listes d'attente, afin d'avoir accès à des logements avec des services de soutien, qui est très longue. Donc les gens attendent des décennies, donc des conditions qui ne sont vraiment pas idéales. Il y a aussi un manque de soutien et de ressources afin d'adapter, les maisons qui pourraient être adaptées et rendre fonctionnelles. Donc même si vous êtes un locataire, le rendre accessible, ce n'est peut-être pas si difficile. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de détruire, de faire tomber des murs, ni de faire des grands changements. Peut-être qu'il suffit seulement de mettre un bouton automatique, à l'entrée, avoir un système d'ouverture des portes, des toutes petites choses qui peuvent rendre, le logement accessible. Mais il n'y a pas suffisamment de ressources et de soutien afin de rendre accessible, et de faire ces transformations mineures. Donc beaucoup de gens qui vivent avec, des handicaps, vivent dans des situations qui ne sont pas sécuritaires en termes de logement, elles se retrouvent blessées parce que leur logement, n'est pas adapté. Je vais vous donner un exemple. Parfois, sur le papier, on va croire qu'une maison est adaptée. Heu, Cependant, elle n'est pas sécuritaire, parce que les besoins spécifiques ne sont pas adressés. J'ai connu un jeune homme récemment qui vit dans une maison accessible, mais le comptoir n'est pas bien positionné pour lui et donc il s'est blessé plusieurs fois, et il vient d'être hospitalisé de nouveau, donc c'est des situations qui font peur. Nous avons, des gens qui font face, à l'itinérance, à cause de cette situation parce qu'elles ne sont pas en mesure, de payer le loyer et elles ne savent pas où aller. Donc, même parfois leur logement, est accessible, cependant il est trop cher parce qu'elles ne peuvent pas, le payer. Nous avons aussi des gens, heu, par exemple, j'ai fait une entrevue avec une femme, récemment, qui doit, monter et descendre des escaliers avec, sa marcheuse et donc, elle n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Donc, elle se retrouve dans une situation dangereuse parce qu'elle n'a pas les moyens de déménager. Et la pire situation, c'est qu'on voit des gens qui ont opté pour l'assistance médicale à mourir parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources et de soutien qui leur est offert. La majorité des logements ne fonctionnent pas pour les personnes vivant avec un handicap. C'est un enjeu majeur parce que nous savons que c'est une population en croissance. Il y a beaucoup plus de personnes âgées aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'important à comprendre, c'est que toutes les personnes peuvent commencer à vivre avec un handicap du jour au lendemain. Donc c'est un défi qui concerne tout le monde. Peut-être que je n'ai pas besoin d'un logement accessible aujourd'hui, mais quelque chose peut arriver demain. Parce qu'il y a aussi des situations de handicap qui sont, permanentes, mais bien sûr, certaines sont temporaires et il n'y a pas non plus de logement dans ces cas-là. Donc, en termes de l'histoire de notre coalition, afin d'accélérer l'accessibilité, nous sommes une coalition qui est la première de cette sorte. Beaucoup d'organisations, qui travaillent sur les questions des handicaps à travers le pays sont membres de la coalition, mais aussi, les développeurs et les agents immobiliers, se sont joints certains, à cette coalition. Et donc, nous avons, le ULI, l'Institut, des territoires urbains, à Toronto, qui est le secrétariat. Nous avons 69 membres en ce moment. Nous avons élaboré quelque chose que nous avons appelé, la boîte à outils de l'accessibilité. Vous pouvez la trouver sur notre site web. Je vais m'assurer de vous donner le lien dans le clavardage ou, dans les ce qui vous sera envoyé ensuite.
Donc, ce sont des outils afin que les constructeurs, s'ils, souhaitent, construire, des logements plus accessibles, puissent avoir des outils pour le faire. Donc c'est le résultat d'un travail conjoint. Quelque chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous avez une ressource que vous pensez, qui pourrait être utile, je vous encourage à la partager. Nous avons, Linda qui travaille avec nous, qui sera ravie. J'ai mis son courriel, ici sur la diapositive. Heu, pour nous, c'est important de travailler ensemble. Donc si vous avez une ressource, si vous avez quelque chose que nous pouvons rendre accessible, eh bien partagez-le nous, nous en serons ravis. Donc cette boîte à outils, en ce moment, implique un de Access Now, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une app, une application, heu, qui permet de savoir, à quel point est accessible ou non, un logement. Il y a aussi, les standards d'accessibilité du Canada, qui, ont élaboré donc, des standards afin d'identifier, comment pouvons-nous rendre, plus accessibles, les lieux publics, notamment par exemple un guichet, par exemple, ou d'autres choses qui peuvent être rendues beaucoup plus accessibles. En général, comment pouvons-nous rendre plus accessible? Donc je vous encourage à réviser, cette boîte à outils et de nous dire s'il y a des ressources que vous pensez pouvoir y ajouter. Prochaine, diapositive. Alors, les activités de la coalition, nous faisons, des tournées publiques sur la question de l'accessibilité et des logements accessibles afin, heu, afin de sensibiliser, sur les meilleures pratiques, mais aussi de partager des expériences vécues, des personnes, vivant avec, des handicaps, incluant des histoires positives, parce que parfois elles ne sont pas rendues visibles. Donc voilà, c'est ce que je peux vous partager sur la coalition, merci et je serai ravie de répondre à vos questions après. Merci Nicoletta. Je suis sûre, qu'il y aura beaucoup de questions, sur, heu, la charte peut, soutenir, les personnes vivant avec un handicap. Alors la prochaine présentation sera la présentation, des associations nationales de centres d'amitié avec, Gaël, Mouchiramwe. Alors c'est à vous. Bonjour, bonjour ou bon après-midi à tout le monde. Donc, vraiment merci de nous avoir, invités, depuis, le ANCD, à participer aujourd'hui. Alors prochaine diapositive. Avant de commencer avec cette présentation, je voudrais me présenter. Comme il a été mentionné, mon nom c'est, Gaëlle, Mouchiramwe et je travaille, à l'Association nationale des centres d'amitié et j'ai, le privilège de me communiquer depuis, le territoire traditionnel des peuples, Algonquins et Anishinaabe. Donc l'Association, nationale, des centres d'amitié, le ANCD, réunit donc, les centres d'amitié autochtones au niveau provincial et des territoires, qui font partie du mouvement des centres d'amitié, FCM pour son acronyme en anglais. Comme je vous l'ai mentionné, il est composé d'une centaine de centres, qui font partie, du mouvement, donc de côte, à côte à côte, d'une, des on parle de milliers de personnes, tous les jours, qui ont accès à des programmes et à des services sur les questions de la santé mentale, du logement, des abris, de la jeunesse, de la justice. Prochaine diapositive. Alors, en ce qui a trait aux enjeux du logement, nous avons, je voudrais vous parler des soutiens que nous offrons depuis les centres d'amitié. Donc, nous offrons notamment, des maisons de transition, des petites maisons, des abris, de l'équipement, des vêtements, de la nourriture et ce soutien, heu,
va de pair avec un travail de plaidoyer permanent sur la question du soutien aux personnes en situation d'itinérance. Prochaine diapositive. Je vous donne un aperçu des barrières et des lacunes vécues par les communautés autochtones urbaines quand ils veulent avoir accès au logement avec un filtre intersectionnel. Le racisme systémique et anti-autochtone est une des barrières les plus importantes au soutien et à l'accès au logement. Donc, par exemple, la santé. La santé, on doit examiner toute la personne et il n'y a pas assez de soutien pour la santé mentale, la santé physique et en matière de toxicomanie pour les ou de dépendance dans le secteur du logement. Pour ce qui est du genre, il n'y a pas assez de soutien pour dans certaines régions, pour certaines personnes qui sont membres de la communauté de SLGBTQIA+. Parfois, il n'y a pas le système de soutien, les ressources nécessaires pour le déménagement de ces gens, que ce soit temporaire ou permanent. Pour ce qui est de l'âge et des étapes de la vie, pour les jeunes autochtones en milieu urbain, ce n'est pas toutes les régions qui ont la capacité de soutenir les jeunes, surtout en matière de logement et de l'itinérance. Il y a aussi des urgences sur la nécessité d'avoir plus de soutien traditionnel pour les enfants qui atteignent l'âge de majorité. Par exemple, il y a toute la question d'accéder au logement et de naviguer le secteur du logement. Par exemple, quand on fait une demande d'avoir un appartement pour les aînés, il n'y a pas assez de soutien pour ces gens ou des programmes qui sont conçus pour leurs besoins, les besoins des aînés. Donc, les aînés sont aussi vus comme un système de soutien. Ils reçoivent des membres de la famille qui sont exclus par le système de logement. Encore là, quand on évalue les lacunes de services, il faut mettre l'accent sur toute la personne quand il est question du logement. Il ne s'agit pas que de trouver un toit, mais aussi de pouvoir maintenir un chez-soi. Suivante. Sur la question de l'allocation, je veux vous présenter quelques remarques que nous avons reçues des centres d'amitié. Je vais surtout m'intéresser à ce que les centres d'amitié de la Colombie-Britannique nous ont dit. C'est une diapo qui présente certaines réflexions sur l'état du marché du logement et son impact sur les communautés. Par exemple, beaucoup de maisons sont en vente à cause du marché, à cause des prix du logement, ce qui a fait en sorte que la population des personnes itinérantes est très élevée. On ne trouve pas d'autres mais, logements locatifs. Les propriétaires vendent leurs maisons parce que le prix est très, très élevé. Le loyer est passé à des niveaux de 1 700 $ par mois ou plus. Encore là, quand on évalue les lacunes vécues par les personnes autochtones en milieu urbain, on a vu l'impact sur les jeunes et les aînés. Par exemple, on dit ici qu'avec le coût à la hausse du loyer, plusieurs de nos aînés vivent dans leur véhicule et sont les premiers à venir au centre quand nous ouvrons les portes. Bien de familles et de personnes le, font face à l'éviction ou la perte de services publics. Nous pouvons aider, mais il y a encore les problèmes de la COVID, le coût élevé du loyer et les faibles revenus. C'est important de voir l'impact de la COVID sur le secteur du logement. On voit donc comment ce soutien a permis à plusieurs organisations de fournir du soutien encore pendant la pandémie, mais aussi on voit les impacts de la disparition de ces fonds. Ici,
voit des citations sur l'expérience des jeunes qui n'ont souvent pas de score de crédit et qui empêche la personne d'obtenir chez lui. Par exemple, quelqu'un dit, mon expérience quand je travaille avec des jeunes qui vivaient dans un programme de vie indépendante, il y avait beaucoup de barrières systémiques qui font en sorte qu'il est très difficile pour les jeunes de trouver un logement accessible. Suivante. La charte des droits des locataires. Il est important de montrer qu'il y a un mécanisme d'imputabilité pour assurer que la charte soit mise en œuvre. Il faut aussi davantage de partenariat et de financement à long terme afin de soutenir des organisations menées par des autochtones qui ont l'expérience et l'expertise nécessaires pour répondre aux besoins des communautés autochtones en milieu urbain, par exemple. Merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation et soutenez votre centre d'amitié local, s'il vous plaît. Dernière présentation, nous allons écouter Michel Biss du Réseau national du droit au logement qui va parler de la discrimination systémique et l'accès à la justice. Michel, merci Utaka, merci de m'avoir invité à vous adresser la parole. Dans notre réseau, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment envie de savoir ce que c'est de cette charte et comment elle peut aider à protéger les locataires. Donc, avant de commencer, je voudrais vous donner un peu de contexte sur le Réseau national du droit au logement. Pour raconter son histoire, je dois donc reculer un petit peu dans l'histoire jusqu'en 2019. On remonte en 2019, à l'époque où on a reçu la première expression de la loi sur le droit au logement. On a reçu donc, on a vu l'adoption de la loi qui crée des rôles comme le rôle pour le défenseur du logement et aussi un panel d'examen, un panel de 3 personnes qui tiennent des audiences sur les violations systémiques du droit au logement. Réseau, nous voyons comme un peu le tissu qui joint toutes les différentes organisations. Nous sommes un réseau de plus de 2000 organisations et personnes qui s'engagent pour la réalisation du droit au logement au Canada, car nous avons cette loi sur la stratégie nationale en matière du logement. Les gens qui suivent la progression de ce droit savent qu'il y a eu ces processus d'examen depuis quelques années et on voit déjà des politiques qui en découlent. Par exemple, il y a de nouvelles mesures en matière des campements et on a vu aussi dans le budget fédéral un engagement de 250 millions de dollars. On ne parle pas des campements aujourd'hui, on parle de la charte du droit du locataire, mais il y a aussi un examen de la financiarisation. J'ai été l'une des personnes qui a présenté fait des représentations devant ce tribunal-là. Donc, au réseau, nous sommes au centre du mouvement pour le droit au logement. Nous nous aidons les gens à trouver les mécanismes qui peuvent les aider. Il y a un code QR. Ce n'est pas la dernière fois que je vais donc vous demander de vous inscrire, de vous abonner à notre bulletin si vous voulez en savoir davantage sur le réseau, la loi, la stratégie qui en découle. Alors, la suivante, s'il vous plaît, est le diapo que j'aime dire, la diapo trop illisible. Il y a trop de mots. Alors, si on retire quelque chose de cette présentation, j'aimerais que ce soit ceci. Que le droit au logement n'est pas qu'un slogan. Ce n'est pas que quelque chose que l'on met sur nos affiches et tout ça. Le droit au logement
est une norme juridique enracinée dans le droit international des droits de la personne et nous sommes responsables auprès de ces mécanismes, par exemple au comité sur les droits euh, socio-économiques et culturels, le rapporteur de l'ONU sur le droit au logement adéquat et des mécanismes au Canada, comme par exemple le Conseil national du logement, la défenseur nationale du droit au logement. Tous ces mécanismes vont influencer les politiques et publiées par le ministre. Pour l'instant, c'est le ministre Sean Fraser. C'était rapide. Les gens me disent toujours que c'est trop de mots sur une diapo et je le fais rapidement. Bon, on va vous envoyer les diapos si vous voulez apprendre plus sur la loi sur la stratégie nationale du logement. Nous avons un bulletin et je vais vous donner un lien dans le chat. J'ai parlé de la discrimination dans le secteur du logement et l'accès à la justice. Je suis une avocate en matière des droits de la personne. Je suis situé sur le territoire non cédé traditionnel des peuples algonquins et Anishinaabe. J'ai été formé en Ontario, j'ai représenté des clients, j'ai fait du travail devant les tribunaux du logement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'avocats ici qui ont vu ces choses, qui ont vu la discrimination. Euh, Moi, je suis donc avocate de l'Ontario, mais j'ai tellement de collègues au Canada qui m'ont parlé des lacunes dans les systèmes actuels qui ont pour effet de perpétuer la discrimination euh, dans le secteur du logement. Sachez qu'en Ontario, il y a une loi sur la location résidentielle. Il y a aussi le Code des droits de la personne. Mais ce qui est oublié souvent, et que les propriétaires ont l'obligation d'assurer qu'ils ne font pas preuve de discrimination contre les locataires. Il y a des motifs illicites, motifs de discrimination illicite qui se trouvent dans le code. Il y a des codes similaires dans d'autres provinces. Ces motifs comprennent la couleur, l'origine ethnique, l'ascendance, lieu d'origine, la citoyenneté, la religion. Et dans certaines provinces et territoires, on dit que les propriétaires ne peuvent pas discriminer ou refuser, par exemple, un logement et expulser un locataire pour des raisons, pour des motifs discriminatoires ou les traiter de manière injuste. La province du Québec, des territoires du Nord-Ouest, le Nouveau-Brunswick, ont des protections qui empêchent les propriétaires de discriminer pour le motif de la condition sociale. Le Manitoba et la Terre-Neuve, le Labrador ont quelque chose de semblable. Donc, la condition sociale, c'est peut-être votre façon ou votre expérience particulière de la pauvreté. On sait que la discrimination est très, très enracinée dans les relations locatives. Peut-être que vous savez que 93% des courtiers immobiliers noirs en Ontario croient que la discrimination est présente. Et quand un locataire est face à la discrimination, à qui doit-il se tourner? Quel représentant juridique doit-on l'appeler? Peut-être que vous le savez, mais en Ontario, il y a un système de clinique d'aide juridique qui soutient des locataires très souvent, mais pas nécessairement lors dans le cas des affaires en matière de droits de la personne. Mais la plupart des provinces n'ont rien, n'ont pas du tout de soutien ou d'aide juridique à offrir aux locataires. Alors, à qui doit-on se tourner si on est locataire qui fait l'objet de discrimination? C'était un aspect très important de nos discussions avec le gouvernement en matière de la charte. Et au moment de la période des questions, je vais parler du Fonds de protection des locataires. C'est un fonds qui finance des services juridiques pour les locataires.
Merci, Michel. Merci à tous les panélistes aussi. Je vais attendre que Sarah retire la présentation. Nous allons passer à une période de débat entre nos experts. Alors, Gaël, Michel, Nicolas, Tania, allumez vos caméras, s'il vous plaît, et je vais vous poser une série de questions. Vous y avez peut-être répondu déjà, ou peut-être que vous voudriez enrichir un peu. La première question, quels sont les éléments de la charte actuelle qui sont particulièrement prometteurs? Et deuxième question, donc, comment pourraient-ils, ces éléments, aider à faire respecter le droit au logement des locataires? Nous allons et vous écouter pendant 20 minutes environ, Michel, merci, Yutaka. Je peux donc me lancer car je voudrais d'abord vous parler non seulement, non, pas vraiment de la charte euh, des droits des locataires, mais je voudrais parler surtout du fond. Le gouvernement fédéral a promis 15 millions de dollars sur une période de 5 ans pour l'organisation locative, la recherche et des solutions politiques qui pourraient soutenir les droits des locataires. Comme vous le savez, les décisions en matière du financement n'ont pas encore été prises. Il n'y a pas un membre du réseau qui en a déjà reçu. Mais il s'agit donc d'investir dans l'organisation et la mobilisation des locataires. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Il s'agira donc de 3 millions de dollars par an. Ce n'est pas beaucoup. Il faut indiquer aussi qu'il y avait déjà un programme de financement pour la mobilisation des locataires en 2017 lors de la publication de la première stratégie, mais qui a été éliminé en mars de l'année passée. Mais il y a cet aspect du financement qui est un aspect très important de la charte ou qui doit se greffer à la charte des droits des locataires. C'est un aspect plus positif de cette charte sur lequel on devrait tabler. Alors, numéro 2. Oui, pardon. Le contrôle des loyers, c'est l'aspect le plus important de l'accessibilité des loyers et aussi du maintien dans les lieux. C'est un aspect aussi important qui permet d'enrayer un peu la financiarisation du logement qui n'est pas abordée vraiment dans la charte des droits des locataires. Il n'y a rien qui permet vraiment de l'enrayer. Donc, le contrôle du loyer dans toutes les provinces et les territoires, c'est-à-dire le contrôle des vacances, euh, le- la limitation des hausses, des évictions. Et je pense que tout ça, ce serait un outil extraordinaire. Il faudrait que ce soit appliqué dans toutes les provinces et les territoires. On pourrait le faire par l'entremise des ententes bilatérales, par exemple. Je peux poursuivre en parlant de l'aspect qui porte sur l'inégalité et la discrimination. Il s'agit donc d'identifier et de régler les pratiques discriminatoires, euh, même contre des gens qui possèdent des animaux domestiques, aussi le racisme contre les autochtones, qui est une barrière très importante pour l'accès au logement. Les appartements sont souvent très inaccessibles à cause de ce racisme. Il faut donc voir l'impact de ces pratiques discriminatoires. Il, il faut mettre à jour ces politiques afin de... Mais
mais il faut aussi favoriser l'équité et la transparence. Il faut s'assurer que toutes ces informations soient disponibles et accessibles et indiquer qui est responsable de quoi, de sorte que l'on n'ait plus toujours à naviguer par la confusion. Merci. Je sais que plusieurs personnes ont des questions sur cet enjeu de la discrimination. Nicoletta? Oui, je pense qu'il y a une question de rendre abordables les logements, parce que dans les communautés dans lesquelles nous travaillons, on ne peut pas parler d'accessibilité sans parler du caractère abordable des loyers. Nous savons que la population des personnes vivant avec un handicap sont très souvent également dans une situation économique plus difficile. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en lien. Merci, Nicoletta. La, la deuxième question que nous avons pour vous est liée sur, donc on a parlé des éléments qui étaient prometteurs, mais qu'est-ce qui manque actuellement à la Charte des droits des locataires? Euh, je sais que certaines d'entre vous en ont déjà parlé dans leur présentation, mais si vous voulez ajouter quelque chose sur spécifiquement ce qui manque en ce moment à cette Charte des droits des locataires et comment on peut l'améliorer. Ah, je peux y aller? Je pense que ce qui manque, c'est la question du financement et d'un financement stable qui assure les services qui permettent de s'assurer que les gens restent dans leur logement, mais aussi une meilleure vision de comment est-ce qu'on peut s'assurer d'un financement à long terme aux services autour, c'est-à-dire par exemple des financements au centre d'amitié autochtone, aux services, renforcer l'ensemble des services sociaux. Et ensuite, des mécanismes de prise de responsabilité. Et comment est-ce qu'on va mesurer le succès ou comment est-ce qu'on va apprendre de nos leçons? Parce que si on voit ce qui s'est passé dans le passé, notamment dans les centres d'amitié autochtone, il y avait beaucoup de confusion sur qui devrait recevoir le financement, par exemple sur les questions logement. Donc ça crée des lacunes en termes de programmes disponibles. Il faut qu'ils soient stables et financés à long terme. Ça ne devrait pas être quelque chose qui génère de la confusion et qui n'assure pas à long terme un financement. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Je serais ravie de participer. Je voudrais dire quelles sont les lacunes. Je pense qu'il faut vraiment augmenter la question du contrôle des taux d'occupation. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et qui est complètement manquant. Vous allez le voir, dans la charte, il y a une référence. Je ne l'ai pas devant moi, donc je n'ai pas le mot exactement, mais il parle d'augmentation outrageuse. C'est assez vague, mais ils ne disent pas taux d'occupation. Euh, il ne- il manque beaucoup d'éléments sur la question du contrôle des loyers. Je pense que ça va être notre travail de faire ce travail de plaidoyer afin de rendre responsables les acteurs, de respecter ce qui est sur cette liste de la charte en ce moment. Donc, qu'est-ce qui manque? C'est donc la responsabilité et un article spécifique sur les questions des taux d'occupation et d'inoccupation. Je pense que je pense qu'il y a beaucoup de travail très stratégique que nous pouvons faire auprès du gouvernement fédéral afin qu'il soit plus clair, plus spécifique. Et ça, on peut le faire en rendant plus claires nos attentes.
Je pense que ça peut augmenter nos capacités et je pense que ça peut nous permettre de gagner des capacités et de rendre ces engagements plus fermes. Tania, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais soutenir ce que Michel vient de dire. La question du contrôle et de la surveillance des taux d'occupation est important. C'est une mesure nécessaire. Si vous vous souvenez de cette photo, la deuxième photo que je vous ai mis dans votre présentation, quand je suis allée en août et en septembre à vérifier la situation, le même jour où je suis allée vérifier l'état de l'édifice, les locataires venaient de recevoir une augmentation de loyer qui dépassait de 5,5%. Et dans d'autres cas, ça a été 8%. Donc, vous pouvez vraiment voir avec les photos de l'édifice, vous pouvez vous rendre compte qu'il faut travailler très fort sur le contrôle des loyers. Donc, ça veut dire un moratoire sur les augmentations de loyers. Tous les ans, tous les ans, les locataires augmentent leur loyer et donc ceci devrait impliquer des investissements. Le contrôle des loyers, c'est quelque chose de complexe, mais qui peut nous permettre de mettre fin aux gens qui sont expulsés pour des questions de baux à, à terme défini. Mais si le gouvernement fédéral peut agir afin de rendre les garderies accessibles ou sur les questions de l'accès aux médicaments, eh bien, il peut également mettre des limites sur la question de l'augmentation des loyers. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose, Nicoletta? Oui, alors, je pense qu'il devrait y avoir plus d'éléments sur la question de l'accessibilité pour les personnes vivant avec un handicap. Je pense que ce n'est pas explicite, même si dans notre travail, nous travaillons en général sur les enjeux d'handicap physique, il y a beaucoup d'autres handicaps qui sont invisibles et beaucoup d'autres choses qui ont un impact sur la vie des gens au fur et à mesure du cours de leur vie et lorsqu'ils deviennent âgés. Et je pense que ce type de discrimination devrait aussi être spécifié. Je sais que certaines d'entre vous ont déjà touché ce sujet qui est ma troisième question. C'est quel type de mécanismes doivent être mis en place en écoutant les questions, en regardant ce qui a été dit? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que cette charte des droits des locataires soit applicable au niveau fédéral et au niveau des juridictions provinciales? Comment est-ce qu'on peut s'en assurer? Je sais qu'on a vu dans plusieurs présentations que certaines provinces sont très en retard sur les autres. Il y a vraiment des différences à travers le Canada. Et il y a, et donc cette charte ne peut pas ignorer les situations provinciales. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait commencer, quelqu'un voudrait prendre la parole sur ce que peut faire le gouvernement, mais aussi ce que nous pouvons faire afin de nous assurer que cette charte est applicable et est réellement mise en œuvre. Ducata, est-ce que tu veux que je te sorte de ta misère? Oui. Oui, alors, quelques éléments. La première chose que je voudrais mentionner, que je pense est positive dans la charte et qui est quelque chose qu'il faut surveiller, c'est il y a des mots ici qui dit clairement que les provinces et les territoires devraient euh, faire des rapports sur leur mise en œuvre. Alors, je pense que c'est une opportunité afin de mettre en œuvre des actions de plaidoyer, de surveillance et de suivi de la mise en œuvre.
notamment la question des rapports annuels. Mais je pense que finalement, euh, on doit s'assurer que ce n'est pas «Ah, nous avons une charte, génial, nous avons une charte des droits des locataires». Non, nous avons besoin de quelque chose qui fasse un suivi annuel. Dans le travail que je fais avec les détenteurs de droits, avec les gouvernements, avec les acteurs qui travaillent sur le plaidoyer. Je pense qu'il faut trouver des façons de démontrer quelles sont les bonnes pratiques auprès des gouvernements et leur démontrer quelles sont ces bonnes pratiques et ensuite les mettre en lien avec les mécanismes qui sont déjà actifs au sein du gouvernement fédéral. Donc, notamment la stratégie nationale logement, le cadre législatif en place. Par exemple, il n'y a pas beaucoup de choses sur la question financière dans cette charte des droits. Mais on peut voir ce qui se passe à Toronto, ce qui se passe à Hamilton sur la question de lois spécifiques sur les évictions. Donc, je pense que si on peut communiquer quelles sont ces meilleures ou ces bonnes pratiques et qu'on peut les mettre en lien avec les engagements qui sont déjà pris, je pense que ça nous donne des outils de plaidoyer afin, tant pour nous, tant pour les gouvernements, de rendre beaucoup plus pratique et donc applicable la charte. Je vous invite à voir notre site housingrights.ca dans son titre en anglais et on a plusieurs éléments sur ce sujet qui sont développés. Merci, Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait parler un peu de la question de comment rendre cette charte des droits, cette charte des droits des locataires applicable? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Michel vient de mentionner et je voudrais juste faire écho euh, à ce qui existe des mécanismes de suivi efficaces. Ça veut ça veut aussi dire donc identifier quels sont les acteurs clés dans le secteur du logement, du marché locatif en général, afin de et indiquer effectivement au niveau fédéral, provincial et municipal qui sont les acteurs clés euh, et quelles sont les organisations clés également communautaires. Parce que si on ne sait pas ce qui se passe, eh bien, nous ne pourrons pas les rendre responsables sur l'application. Tania, Nicoletta, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Je pense qu'il faut nous assurer que les législations, que ce soit au niveau fédéral, provincial ou municipal, il faut nous assurer que les droits humains au logement sont respectés. Nous savons que nous travaillons en ce moment sur des codes de conduite sur la question des évictions, sur la question de l'augmentation des loyers. Et il faut que ces règlements et ces statuts soient mis en place et qu'il y ait des rapports qui soient émis, tant par les gouvernements fédéraux que provinciaux, afin de dire comment est-ce qu'on va de l'avant sur le respect des droits humains et des droits sociaux au logement et la mise en œuvre de ces règlements et de ces normes. Merci, Dania. Je ne sais pas si Nicoletta voulait ajouter quelque chose là-dessus. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Nous avons plusieurs questions qui ont été posées dans la boîte de questions et réponses. Donc, il y a eu déjà quelques réponses, mais parfois, il y a des sujets qui n'ont pas eu de réponse. Je ne vais peut-être pas réussir. Je vais essayer de reprendre les thèmes centraux des questions que vous avez posées, même si je ne pose pas directement votre question. Je vais essayer de reprendre tous les thèmes qui ont été nommés.
quelque chose qui a été mentionné plusieurs fois, c'est des questions autour de quelles sont, les actions que peuvent prendre les locataires quand ils font face à une discrimination, à une situation de déplacement. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, afin de défendre leurs droits? Je, je sais que parfois il y a des éléments qui sont liés concrètement, au lieu où se trouvent les personnes, mais je pense que ça peut être une opportunité de partager des idées, non seulement sur les enjeux, légaux, mais aussi sur ce que peuvent faire, les locataires, dans ces autres processus. Alors je sais que je vous invite à une réponse, un peu dirigée, mais je ne sais pas si Tania ou d'autres, pourraient, partager quelque chose là-dessus, sur qu'est-ce que peuvent faire les locataires quand ils veulent défendre leurs droits? Tania? Ah, votre micro n'est pas ouvert. S'organiser, parler avec ses voisins, si vous êtes dans un même édifice, par exemple, c'est une très bonne façon, de collectivement trouver des solutions. Ça donne plus de pouvoir en nombre. Il faut connaître ses droits. Ça, c'est fondamental et il faut également s'assurer, heu, que vous défendez vos droits, que ce soit à travers des processus au niveau, provinciaux, et que vous parlez de la situation. Aller au conseil municipal, par exemple, ça vérifier quels sont les règlements municipaux, en ce qui a trait aux évictions, par exemple, ou la situation à laquelle vous faites face. Et l'action communautaire, je soutiens, l'action communautaire, rendre visible ce qui se passe, le dénoncer, c'est important, et souvent, c'est le seul moyen d'obtenir la justice sociale, c'est de dénoncer, et de travailler, collectivement. C'est une très grande stratégie. Merci. Je voudrais ajouter ici que et rappeler à tout le monde que comment Michel nous parle de la loi sur le logement, et de tous ces toutes ces normes, c'est le résultat, d'années et d'années de lutte, de personnes locataires, de personnes itinérantes, de leurs alliés, afin de militer en faveur de ces changements. Et c'est un élément clé, cette mobilisation est un élément clé, de ces normes qui sont maintenant, en vigueur. Et donc travailler ensemble, se soulever ensemble, c'est nécessaire, pour notre droit au logement. Est-ce que quelqu'un d'autre, voudrait parler de comment défendre ses droits? Quand je quand je reçois cette question, je dis toujours, regardez si vous avez un comité local et appelez-le. Si vous voyez ce que font les comités locaux, ils font un travail incroyable d'organisation. Le deuxième élément que je mentionnerais, c'est que si vous êtes par exemple dans l'Ontario en particulier, il y a, un système juridique, très robuste. Donc vous pouvez identifier quelle est la clinique juridique disponible. Et il y a aussi des services, juridiques, disponibles dans plusieurs provinces. C'est inégal, mais il y en a plusieurs. Mais quelque chose que je voudrais signaler, c'est que comme je vous en parlais, le système fédéral, sur les questions de droit au logement ont un site web sur lequel vous pouvez accéder et soumettre, une demande. Donc, vous avez, des termes de référence qui ont été rendus publics au nom du bureau du défenseur fédéral, sur la question du logement, donc le défenseur du logement, et vous pouvez identifier les termes de référence et donc comment faire votre plainte. Il y a plusieurs choses qui ont été identifiées, notamment sur la question de diversité, spécifiquement les personnes autochtones, les personnes bispirituelles, les personnes, qui sont en situation d'itinérance.
il va y avoir un nouveau processus. Vous pouvez aller sur notre site pour en savoir plus, mais donc il y a un panel qui révise ces demandes. Il y a vraiment des mécanismes concrets afin de faire des demandes écrites et concrètes pour trouver des solutions. Plusieurs idées peuvent être partagées sur donc s'organiser, donc parler avec vos voisins, vous impliquer, trouver le comité local. Il y a d'autres idées que vous souhaiteriez mentionner sur ce qui peut être fait? Je peux parler de l'Association nationale des centres de l'amitié. Certains des centres de l'amitié ont des accompagnateurs qui peuvent vous aider à naviguer les expériences du logement, de l'accessibilité du logement ou toute expérience que la personne a face à son propriétaire. On peut même vous aider à vous mettre en lien avec le bureau de la défenseur du logement. Il y a des organisations portées par des Autochtones euh, qui peuvent vous aider à vous accompagner pendant tous ces processus. Comptez sur les membres de votre collectivité. Moi, ce que je fais, c'est que je parle avec des gens qui sont face à des difficultés et on essaie d'écouter leur voix. Parce que quand on écoute une vraie personne qui a ce vécu, c'est souvent très puissant. Donc, on essaie d'écouter les voix des personnes concernées. J'essaie de présenter des aspects positifs et ensuite aussi leurs difficultés. Il y a des questions sur la financiarisation. Est-ce qu'il y a de quoi ajouter sur des politiques qui pourraient aider à amoindrir ou à tamponner ce problème de financiarisation? Michel? Certainement, nous pouvons parler de ce problème de la financiarisation. Tania peut aussi nous aider avec cela, de la financiarisation. Il y a eu un examen qui a publié un rapport. Le gouvernement fédéral en a produit une réponse et le rapport est assez peu intéressant. On dit que oui, on met en place une charte des droits des locataires, mais qui ne comprend très peu de choses sur la financiarisation. Dans le budget, il y a aussi quelques éléments sur la financiarisation, mais des éléments assez vagues. Donc, je pense qu'il a quand même un appétit pour faire du travail sur ce thème de la financiarisation. Un élément très important qui ressort de cet examen sur les droits de la personne, c'est que tellement de détenteurs de droits se sont exprimés de manière très puissante et importante. Ils ont émis des recommandations très tangibles, des mesures que le gouvernement fédéral pourrait adopter afin de réglementer les acteurs privés, afin de faire le lien entre ce qui se passe au Canada et ce qui se passe ailleurs dans le monde en matière de la financiarisation. Ce n'est pas quelque chose qui se fait dans le vide, c'est quelque chose qui se passe un peu partout au monde. Donc, il y a beaucoup que l'on peut retirer de ce processus et on peut donc surtout mettre l'accent sur la loi, sur la stratégie nationale en matière du logement. Tania, on ne peut pas résoudre le problème, peut-être dans une certaine mesure, mais le mécanisme le plus important face à la financiarisation du logement est
de lorgner un peu la source des revenus de ces gens et finalement changer les lois qui les permettent de ne pas payer d'impôts, reprendre cet argent et le retourner donc aux investisseurs. Il y a beaucoup que le gouvernement peut faire. Le gouvernement a annoncé qu'il ne va pas le faire. On ne peut pas régler le problème, la crise du logement sans traiter la financiarisation. Le contrôle du loyer, des loyers peut avoir un effet. Mais si on veut régler le problème de la disponibilité du logement, il va falloir traiter ce problème de la financiarisation. On n'a pas encore eu une réponse de la part du gouvernement à ce sujet. Il faut donc lutter contre les rénovations, contrôler les vacances, les loyers, fermer les échappatoires qui rendent cet investissement très, très, très intéressant pour les sociétés multinationales. Il y a beaucoup à faire, mais est-ce que le gouvernement va le faire? Bon, peut-être pas. Mais tôt ou tard, il faudra faire quelque chose. Parce que on peut continuer à investir dans le problème, mais ça ne va pas changer euh, le problème. Les propriétaires vont toujours trouver une façon de contourner les règlements en matière de rénovation ou le contrôle du loyer. Donc, il faut absolument aborder le problème de la financiarisation, tôt ou tard. Nous arrivons vers la fin de la présentation. Nous tenons compte de ces euh, questions et bien sûr que nous allons nous inspirer, puiser dans vos rapports, dans notre travail. Nous avons le Code des droits de la personne et il y a d'autres droits du locataire. Bien que ces droits soient pauvres, ils n'ont pas toujours existé. Ce sont des gens qui étaient face à la discrimination, qui ont décidé de se mobiliser et de demander des changements de la part du gouvernement. Malheureusement, nous sommes encore en train de nous livrer à ce combat afin d'élargir, d'augmenter les droits et de nous assurer que les gouvernements et les autres détenteurs d'obligations euh, respectent leurs obligations d'assurer la réalisation de ce droit. C'est nos efforts ce sont nos efforts qui font la différence et qui ont toujours fait la différence. Et cela depuis bien des années. Je veux remercier nos panélistes, les interprètes et tous les participants. Nous allons vous envoyer les diapos et avec un sondage d'évaluation aussi. Il y aura aussi un affichage lors de la Journée nationale du logement. Si vous euh, On aimerait bien recevoir votre rapport quant à la bonne façon, vos commentaires sur la bonne façon de protéger les droits des locataires et sur la bonne façon finalement euh, d'avancer vers la réalisation des droits la résolution du droit au logement. Nous avons toute une série de ressources pour exiger des comptes du gouvernement et nous travaillons donc avec les organisations dont celles qui sont représentées au panel aujourd'hui et d'autres pour faire avancer, progresser le droit au logement au Canada. Pour cela, je vous incite à soutenir vos campagnes locales de droit au logement et du logement social. Il y a des actions qui demandent au gouvernement fédéral de commencer à créer 50 000 nouvelles unités au Canada euh, par an. Vous pouvez en savoir plus en allant sur moresocialhousing.ca. Euh, euh, ou en français, oui, la même chose, moresocialhousing.ca, / français. Donc, merci beaucoup d'être venu.
Restez à l'affût. Vous allez nous trouver sur les médias sociaux, sur notre site web. Vous pouvez en savoir plus sur notre travail sur la Charte des droits des locataires. Je vous remercie. Je remercie les panélistes, les participantes, les participants et les interprètes d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Bonne fin de journée.